On a tous appris à résoudre des équations ou encore à réciter des poèmes, mais qui nous a appris à gérer un burn-out, comprendre nos émotions, faire un budget ou reconnaître une relation toxique? Dans cet épisode solo, je me pose la question, est-ce que l'école nous prépare vraiment à la vraie vie? On a tous appris à résoudre des équations ou encore à réciter des poèmes par cœur, mais qui nous a appris à gérer un burn-out, comprendre nos émotions ou encore faire un budget ou reconnaître des relations toxiques? Dans cet épisode solo, je me pose la question, est-ce que l'école nous prépare vraiment à la vraie vie? Spoiler alerte, pas toujours. Je vais partager mes réflexions, mes manques et surtout ce que j'aurais aimé apprendre bien plus tôt. Un épisode entre souvenirs, rire et vérité. Alors installe-toi, mets tes écouteurs et bienvenue au micro de Mina. Bonne écoute et dis-moi ce que toi, t'aurais aimé apprendre à l'école. Je sais pas vous, mais moi, j'ai passé des années et des années à apprendre des trucs du genre que la guerre de 100 ans a duré en fait 116 ans, hein, d'accord, et que le triangle rectangle a un côté opposé à l'angle droit qui s'appelle l'hypoténuse. Vachement utile, vous me direz. Mais quand il a fallu faire ma première déclaration d'impôt, il y avait personne. Hein. Quand j'ai vécu mon premier gros down mental, aucune fiche de révision. Quand j'ai dû apprendre comment fonctionnait une relation saine ou poser des limites, pareil, zéro cours, nada, rien que dalle, zéro. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de tout ce que j'aurais aimé qu'on m'apprenne à l'école. Pas pour tout remettre en question, parce que je suis moi-même enseignante, mais c'est juste pour me poser la question, est-ce que l'école nous prépare vraiment à la vie? À la vraie, hein, pas celle qu'on voit dans les films ou celle qu'on s'imagine. Celle où tu te demandes comment survivre à une rupture amicale, familiale, ou comment survivre à ces choses-là, payer ton loyer, gérer ton stress et tout ça en même temps? Oui, oui, en même temps. On va en parler tranquillement, entre deux souvenirs de dictée et quelques petits contrôles de maths qui nous ont traumatisés. Alors, aujourd'hui, si vous me demandez de faire une dissertation sur la cigale ou la fourmi, ou Maître Renard sur l'arbre perché tenait à son bec en fromage, toutes les fables de La Fontaine, ou encore une dissertation sur un sujet X ou Y, je vous la fais sans problème. Mais quand j'ai galéré pour comprendre comment on fait ses impôts et jusqu'aujourd'hui, j'ai toujours pas compris qui est-ce qui m'a aidé, personne. Je n'aborde pas ce thème pour critiquer, bien évidemment, parce que sinon, c'est pas bien, sachant que je vous ai dit que je suis moi-même enseignante, mais c'est juste pour me poser la question, est-ce que l'école nous prépare vraiment à vivre ou c'est juste pour réussir scolairement? Mon expérience personnelle, c'est quoi? C'est que j'ai appris plein de choses, des poésies, des formules de maths, calculer l'aire d'un carré, d'un triangle, ou encore des dates importantes comme la prise de la Bastille, ou encore les 2 dates de la guerre mondiale. Mais quand j'ai dû apprendre rendez-vous chez le dentiste toute seule pour la première fois, ou encore utiliser l'application Doctolib, j'étais en panique totale. Et en fait, je comprends pas pourquoi on est autant en panique alors qu'on ne devrait pas être en panique. Normalement, ce sont des choses qu'on devrait nous apprendre, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément la possibilité de le faire à l'école. Pour moi, personnellement, la vraie vie, c'est pas forcément ce qu'on voit à l'école. Mais pour moi, la vraie vie, c'est aussi gérer un budget, comprendre ses émotions, savoir dire non, avoir confiance en soi. Et pour moi, ce que j'aurais aimé apprendre, c'est comment faire un budget, ou surtout l'art de se rendre compte que l'argent de la bouffe, l'argent que tu mets dans les restaurants, dans les cafés, c'est en fait l'argent de la vie tout court, hein, d'accord? C'est pas de l'argent à part que tu reçois sur le côté en plus de ton salaire. On parlera aussi de comment répartir ses dépenses parce que c'est vrai que des fois, quand le frigo écrit famine, c'est qu'il y a quand même un problème. Et comment ne pas pleurer devant son relevé de compte en banque le 28 du mois ou encore le 7 du mois ou le jour d'après avoir reçu sa paye. Alors, comment ne pas avoir un frigo en PLS? Alors, je sais que des fois, c'est un peu compliqué financièrement parlant pour certaines personnes, mais vous n'avez pas besoin de manger des pâtes au beurre pendant 12 jours. Il faut juste un peu d'organisation, savoir que tu peux faire des vrais repas, de vrais restaurants pour le prix d'un menu au quick. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des choses hyper chères, vous pouvez faire des choses, des vrais plats avec des choses vraiment pas chères que vous trouverez en magasin. Et c'est pour ça que votre relevé bancaire, il faut qu'il soit un peu friendly, c'est-à-dire que vous devez suivre vos dépenses chaque semaine. C'est pas vous tombez des nues, vous tombez dans les pommes le jour d'après avoir reçu votre paye. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Vous pourrez peut-être offrir un bubble tea à la fin du mois sans culpabilité, mais en fait, tous les abonnements que vous faites à gauche, à droite, qui ne vous servent à rien, que ce soit sur les plateformes, les applis, les assurances, tout ça, il faut les enlever. Il faut se dire que chaque semaine, j'ai un budget à respecter. Et limite, vous bloquez ce budget-là, vous le retirez de votre compte en banque. Comme ça, vous vous dites, je paye que en espèces et je paye qu'avec ça, je n'utiliserai pas ma carte. Sachant qu'aujourd'hui, on a toutes les cartes sur les téléphones, les applications, sur les montres connectées. Limite, bientôt, on va avoir la carte bancaire collée à notre ongle. En fait, c'est vrai que c'est pas facile aujourd'hui de payer en espèces parce qu'on a l'habitude de payer en carte bancaire. Mais c'est à vous de savoir gérer votre budget aussi. Donc, vous pouvez créer justement une zone, comme on dirait, tolérable pour les dépenses plaisir. Vous n'avez pas besoin d'arrêter les cafés et les sushis parce que moi, j'en suis une grande fan. Mais vous devez juste vous fixer un montant mensuel ou hebdomadaire. Alors, en parlant de abonnement, parce que bon, on rigole, mais entre Netflix, Disney+, Prime, Canal, Apple TV, Salto, oui, oui, je pense qu'il y en a plein qui avaient oublié ça, Spotify, Deezer, etc. À un moment donné, c'est pas un abonnement, c'est un loyer. Tout ce que vous payez à gauche, à droite, ce sont des loyers. Donc, ce que vous allez faire, c'est que chaque fin de mois, vous allez faire la chasse à l'abonnement fantôme, c'est-à-dire que
S'il y a un abonnement que vous n'utilisez plus, ça ne sert à rien de payer des Abot, de payer des Canva, etc. pour que vous l'utilisez une fois dans l'année. Ça ne sert absolument à rien. Donc stop, les achats compulsifs aussi, hein, parce que bon, je suis la première, hein, je vous dis ça, mais j'achète 10 000 de bracelets, des bagues, des boucles d'oreilles, des bijoux, des petits trucs inutiles sur AliExpress ou des habits sur Shein. Je sais que c'est pas des sites sur lesquels il faut acheter, mais malheureusement, des fois, c'est plus fort que nous, on le fait quand même. Mais quand vous n'avez pas besoin de 50 000 trucs, par exemple, vous n'avez pas besoin d'une gourde connectée ou qui vous dit à 11 heures tu dois boire autant, ça ne sert absolument à rien. Tu prends une bouteille, tu bois et c'est exactement la même chose, hein. L'eau, elle aura le même goût et voilà quoi. L'objectif, c'est que vous devez avoir aucune culpabilité, mais une maîtrise totale de ce que vous faites. C'est se fixer un minimum de confort, comme je vous ai dit, un budget mensuel ou un budget hebdomadaire. Par exemple, c'est je ne descendrai jamais sous les 200 € sur mon compte courant. Et en fait, automatiquement, au fil du temps, ça va devenir une alerte naturelle et vous allez vous dire, ah ben en fait, j'ai bien fait, j'ai économisé et j'ai été intelligente ou intelligent ce mois-ci. Donc, vous devez vous faire un budget réaliste, pas un budget j'arrête de vivre, j'arrête de respirer, je me fais plus plaisir, mais c'est de devenir vachement plus proche de son compte en banque et plus logique dans ce qu'on fait et moins dans les dépenses pour ne pas avoir à pleurer à chaque fin de mois. Vous avez bien évidemment le droit de vous faire plaisir, mais c'est un kiff de temps en temps, c'est pas absolument tous les jours que Dieu fait. Parce que là, c'est plus du self-care où on pense à soi, c'est carrément du self-sabotage. Ça veut dire que vous faites ça tous les jours. Au bout d'un moment, faut pas venir pleurer si au bout de 3 jours, vous avez plus d'argent. Donc, on va essayer aussi de comprendre comment on peut gérer le stress. Alors, c'est vrai que c'est pas forcément facile parce qu'à l'école, on nous apprend pas ça, comment gérer son stress. Alors, je vous rassure, c'est pas en criant dans un oreiller que ça va aider parce qu'il y a des moyens plus faciles et mieux à faire. Mais c'est vrai que des fois, crier dans l'oreiller, Mina, ça peut aider. Alors, évidemment, on va essayer de comprendre les exercices de respiration qu'on peut faire, les priorités qu'on doit se donner, les limites. Oui, parce que enfin, vous avez le droit de dire non, vous savez, c'est pas illégal hein, de dire non. Et c'est assez étrange parce que les gens pensent qu'on doit être absolument disponible H24, 24 heures sur 24, 16 jours sur 7 pour le travail, la famille, le voisin, l'application. Non, non, non. En fait, il faut savoir dire non à un moment donné parce qu'à force de dire oui, le jour où vous allez dire non, je pense que certains vont être choqués, vont se dire mais celle-là ou celui-là, tout le temps, il me disait oui, qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui? Donc, ce que vous allez faire, c'est des petits exercices de respiration de temps en temps. Voilà, c'est pas juste vous prenez, vous respirez, on inspire, on expire. Non, c'est vraiment se poser se déconnecter de tout et ne penser à rien, même à votre to-do list qui vous attend, vous ne pensez absolument à rien. Vous vous dites, écoute, là c'est stop, je m'arrête, je ne vais pas me faire violence pour rien. Donc vous vous donnez des priorités, que tout n'est pas urgent, parce que si vous devez choisir entre, par exemple, répondre à un mail à votre boss à 22 heures, déjà je ne vois pas pourquoi vous devez répondre à un mail à votre boss à 22 heures, hein, mais bon, ou finir votre série en paix. Et des fois, je vous assure que votre santé mentale, elle vous dira merci d'avoir regardé la série, que d'avoir répondu au mail à votre patron qui peut attendre le lendemain. Parce que lui, quand il est chez lui, on ne doit pas le déranger. Par contre, lui, il a le droit de vous déranger. Il faut arrêter à un moment donné. Les limites, c'est les limites. Dire non, c'est pas un crime. C'est pas parce qu'on te demande de faire un service avec un smiley que tu es obligé de devenir bénévole dans la vie de la personne. Il faut arrêter. Donc, vous avez le droit d'éteindre votre téléphone, même si votre chat, il doit penser que vous êtes censé être disponible H24 pour lui donner du pâté, etc. Non, ce chat survivra sans votre pâté H24. Vous avez le droit d'éteindre votre téléphone, de dire non, de ne pas répondre. Ce n'est pas un crime de ne pas répondre à un message dans l'immédiat. Certes, on a notre téléphone greffé à notre main H24, mais à un moment donné, si tu n'as pas envie de répondre à la personne, tu ne réponds pas. Il faut se dire que vous pensez à votre tête. Donc ça, l'école ne nous apprend pas. On vous dit que vous devez tout le temps être vif d'esprit. Non, on n'a pas besoin d'être vif d'esprit pour tout le monde. En fait, à un moment donné, il faut savoir dire non. On est dans une pression constante dans cette société. On nous dit tu dois faire ça, tu dois rentrer dans ces cases-là, tu dois être comme ça à l'école, tu dois te tenir comme ça, tu dois faire ci, faire ça, faire ci. À un moment donné, il faut arrêter. On est devenus des assistants personnels pour toute la planète Terre, sauf pour nous-mêmes. Le moment est venu de remettre votre énergie au bon endroit, c'est-à-dire pour vous et rien que pour vous. C'est certes égoïste, mais en fait, à un moment donné, il faut penser à soi-même avant de penser aux autres. Essayez de comprendre ce que c'est qu'un burn-out ou une dépression. Non, vous n'êtes pas juste fatigué, c'est parce que vous avez mal dormi en 2018, le 4 décembre. Non, c'est que vous êtes fatigué, c'est que vous êtes fatigué. Il faut essayer aujourd'hui de prendre du temps pour soi-même. Donc maintenant, on va essayer de décrypter ces états qu'on confond souvent avec une simple période difficile, alors qu'en fait, c'est tout simplement votre corps et votre cerveau et même votre play Spotify qui vous supplie de lever le pied et de respirer un coup. Alors, comment on peut reconnaître une amitié ou une relation toxique? Si vous vous sentez vide après chaque échange avec cette personne, que ce soit amicalement ou amoureusement, ce n'est pas de l'amour. C'est juste un siphon affectif. Que ce soit, comme je vous ai dit, en amitié, en amour, au travail. On va parler de ces gens-là. En fait, ces gens-là qui te pompent ton énergie plus vite qu'un iPhone sans mise à jour. D'accord? Et comment vous pouvez faire pour fuir sans passer par la mauvaise personne? Parce que c'est vrai qu'on nous apprend ça, on nous apprend pas ça à l'école, on nous dit pas, bah écoute,
Si quelqu'un est comme ça avec toi, ce n'est pas bon pour toi. On nous dit: «Bah, écoute, s'il est là, il te donne des conseils, c'est que c'est la bonne personne». Absolument pas. On a tous ou toutes eu ou on a toujours une amie ou un ami énergivore. Ça veut dire celui qui va t'appeler pour soi-disant parler 5 minutes, mais tu es encore au téléphone 1h30 plus tard, vidé comme si tu avais couru un marathon à New York, alors qu'en fait non, ce n'est pas censé être comme ça. C'est cet ami énergivore qui vous prend toute votre énergie. Enfin, faut vous éloigner, mais éloignez-vous de ces gens-là. C'est vrai qu'on vous dit que, bah, les amis, c'est important, mais non, en fait, tu as pas besoin d'avoir des amis pour réussir dans ta vie, hein. Il y a des gens qui ont très bien réussi sans amis et souvent, les amis que vous rencontrez au collège ou au lycée, vous les reparlerez plus jamais de votre vie, même ceux que vous avez rencontrés en primaire. Donc faut arrêter de dire aux enfants: «Tu dois te faire des amis, nanani». Si l'enfant, il est bien tout seul, mais laissez-le seul, arrêtez de le forcer, arrêtez de lui dire que vous devez avoir des amis au travail, vous devez avoir des amis en dehors du travail, vous devez avoir des amis à l'école, vous devez avoir des amis et puis peu importe. Non, en fait, si la personne elle a pas envie, elle a pas envie. On force pas les gens à avoir des amis à un moment donné, faut arrêter. Et aussi, pour ceux qui sont plus adultes, c'est vrai qu'on ne nous apprend pas à gérer, par exemple, les collègues toxiques. Bon, moi, je suis enseignante, il y en a forcément des collègues toxiques, on en a tous rencontrés. Hein, si on vient bosser, par exemple, avec nos écouteurs, ou moi, par exemple, j'aime beaucoup des fois manger toute seule dans ma classe à midi, me dites pas, ah, t'es déprimée, ah, t'es triste. Ben non, c'est juste que j'ai pas envie. Il y a des moments où j'ai pas envie, d'accord. Donc, Géraldine, reste à ta place, arrête de me dire ce que je dois faire, et arrête de dire que je suis pas bien dans ma vie alors que t'habites même pas chez moi. À un moment donné, il faut arrêter. Donc si par exemple votre crush, il vous demande comment vous allez et qu'il vous coupe dans votre réponse pour raconter cette semaine, là c'est plus une relation les potos, hein. C'est un podcast solo où tu es juste avec ton micro comme moi actuellement. À un moment donné, il faut arrêter, il faut pas s'épuiser le cerveau avec des gens qui n'ont pas la lumière à tous les étages. Faut fuir, fuir. Et vous avez le droit de ghoster énergiquement, moins répondre, espacer les disponibilités, couper les appels à 23h avec un jeu d'or, merci, au revoir, même si vous êtes sur TikTok ou sur Instagram en train de scroller. C'est votre vie, vous faites ce que vous voulez. Vous n'avez pas à vous dire je suis la mauvaise personne. Se préserver, c'est pas être égoïste, hein. C'est comme quitter une soirée à 21h parce que vous trouvez ça nul à chier. Tu as le droit de partir avant que ça devienne un enfer. Vous avez le droit de souffler au travail. Vous avez le droit de prendre du temps pour vous-même. Oui, en 2025, vous avez le droit de prendre du temps pour vous-même. Donc, c'est vrai que des fois, quand on arrive dans le système du travail, il y a des mots qu'on comprend pas, il y a des jargons qu'on est là: «Mais qu'est-ce qu'il nous raconte?» Par exemple, la CAF, c'est la caisse d'allocation familiale, ça verse des aides aux familles et aux personnes en situation de précarité. Un bail, qu'est-ce que c'est qu'un bail? Bah, c'est un contrat écrit qui définit les droits entre un propriétaire et son locataire. Vous avez aussi comprendre ce que c'est qu'un salaire minimum, comment gérer les arrêts maladie et pourquoi votre contrat de travail ne doit pas ressembler à un escape game juridique. Prendre soin de soi et prendre du temps pour soi dans son travail et dans sa vie personnelle, ça vous permet d'avoir un mode de vie sain. Prendre soin de soi, c'est pas, 4 heures de sommeil, 3 cafés et un muffin, c'est pas un petit déjeuner. Ça, prendre soin de soi, c'est dans le sommeil, l'alimentation, le repos et cetera. Donc c'est pas on va vous dire: «Bah, si tu fais du yoga à 6 heures du matin, tu vas mieux te sentir». Non, 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 non. Vous devez dormir, vous devez prendre du temps pour vous, vous devez vous reposer sans culpabilité, vous devez faire des pauses sans vous dire: «Oh mince, si je fais une pause, du coup, je pourrais pas rendre ça». Non, non, pensez à vous. Vous devez manger sans tout peser, vous faites ce que vous voulez, quand vous voulez. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Et au travail, si vous avez du mal à gérer des choses, bon, aujourd'hui, on a de la chance, il y a ChatGPT qui peut nous donner toutes les réponses à nos questions, mais vous avez le droit, il n'y a aucune honte à demander qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est que ça. Et le problème de l'école, c'est qu'on ne nous apprend pas toutes ces choses. Certes, l'école, elle nous apprend des bases de la vie en français, en maths, etc. Mais il y a plein de choses qu'on ne va pas réutiliser plus tard, à part si on veut travailler dans un métier spécifique. Donc, apprenez-nous à rédiger un chèque. Moi, je vous jure, la première fois que j'ai rédigé un chèque, je me suis dit, mais où est-ce qu'il faut écrire? Il faut écrire quoi? Il faut signer où? J'avais absolument rien compris. Et je pense qu'on devrait, à l'école, hein, moi j'aimerais bien, hein, que ça soit fait, mettre en place, 1 heure dans la semaine ou dans la journée où on parle justement de ces choses-là, de la vie, comment gérer ça, comment parce que quand vous êtes lancé dans le bain comme ça, on vous jette dans la piscine, du travail, dans la piscine du monde du travail, des études supérieures, vous vous noyez assurément au moins une fois parce que vous êtes absolument choqué quand vous, postulez pour un travail, vous savez pas ce qu'il faut dire dans un entretien d'embauche. Vous regardez sur internet, mais c'est pas parce que vous avez regardé sur internet que ça va se passer exactement comme ça a été dit sur internet. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention et se poser les bonnes questions. Donc entourez-vous de personnes qui pourront également vous aider ou renseignez-vous sur internet ou justement demandez à des professionnels dans le domaine dans lequel vous pouvez travailler. Après, c'est vrai qu'on nous demande, il faut que tu aies au moins 2 ans d'expérience, mais déjà, il faut que tu m'engages, que tu me recrutes pour que j'ai mes 2 ans d'expérience. Réfléchis juste un peu. Donc, prenez du temps pour vous, posez-vous, dites-vous, est-ce que déjà j'ai envie de vraiment de faire ça? Si vous avez envie de faire ça, renseignez-vous. Maintenant, il y a des pages Facebook, il y a tout. Vous avez des pages Instagram, vous avez des vidéos TikTok, vous avez ChatGPT qui peut vous aider. C'est vrai que nous, à notre époque, on était plus jeunes, dans les années 90, dans les années 2000, c'était un peu plus compliqué. Donc, on va aussi se dire, parce que souvent, c'est vrai qu'on
On se pose pas trop la question, mais c'est quoi le TDAH, l'anxiété, la neurodiversité? Ou pourquoi dans votre cerveau vous êtes pas trop sensible ou trop désorganisé ou trop dans la tête, c'est juste que vous entendez ces mots partout sans vraiment les comprendre. Et c'est pas parce que vous avez 32 onglets ouverts dans votre tête en permanence que vous êtes distrait. Non, c'est juste que vous avez un certain recul et un super pouvoir où vous pouvez gérer vous-même vos choses. Donc, quand vous êtes TDAH ou que vous avez de l'anxiété, c'est pas parce que quelqu'un vous dit non, mais t'es trop bizarre, non, mais tu devrais pas réagir comme ça, non, mais t'es dans l'excès. En fait, et alors? Je suis dans l'excès, et alors? Il est où ton problème? C'est mon excès à moi ou c'est le tien? Je me posais la question la dernière fois, justement quand je rédigeais ce podcast, et je me disais, est-ce que j'ai appris plus sur moi hors de l'école? C'est vrai que c'est hors de l'école que j'ai compris qui j'étais vraiment, ce que j'aimais, ce que je valais. Parce qu'on dit souvent que l'école, elle forme, mais elle formate parfois. On nous note, on nous classe, mais on ne nous demande pas qui on est. Et c'est vrai que moi, j'ai jamais aimé vraiment ce système de notation parce que ça crée une certaine inégalité dans la classe où souvent quand les professeurs ils donnent la copie du meilleur élève en premier ou du pire élève en premier, je suis désolée, mais c'est quand même extrêmement malaisant pour l'enfant en lui-même et pour nous adultes. Enfin, nous, adultes, on n'aimerait pas être à la place de cet enfant qui reçoit sa copie de la pire note en premier. Donc là, en plus, vous connaissez, hein, les jeunes, oh là, t'as eu la pire note de la classe, ni. Mais en fait, non, t'es pas censé faire ça. Vous donnez la note, et même la note, je trouve que la note en elle-même, parce qu'il y a des enfants, peut-être que le jour du contrôle, ils étaient tellement stressés qu'ils ont tout raté, alors qu'en général, dans la classe, ils sont très très bons, ou ils sont juste bons. Vous n'avez pas besoin d'être très très bons, hein. Ils sont juste bons, mais c'est juste que le jour du contrôle, sur le coup du stress, pardon, ben, vous ratez tout. Et en fait, on va vous juger sur ce contrôle-là. Ça va être la note qui sera la note finale pour le bulletin. Et votre bulletin, il sera jugé dans les années suivantes, dans les études supérieures. Mais en fait, c'est juste que ce jour-là, ou à ce moment-là, vous n'étiez pas peut-être bien dans votre tête et vous aviez raté votre contrôle. Mais non, ben, du coup, tu sais quoi, même si tu as raté ton contrôle, c'est le cas de mes soucis, on va te noter sur ça. Non, en fait, il faut noter l'enfant en contrôle continu. C'est pour ça que là, il me semble que le baccalauréat, ils ont changé un peu le système de notation. Même si ça reste un peu ambigu et on ne comprend pas trop comment ça marche. Mais je pense que le système de notation, ça a beaucoup déstabilisé énormément d'enfants. Et justement, on t'apprend pas que plus tard, quand tu seras grand, au travail, on va pas te noter sur ce que tu as fait. Oh, non, non. Et en fait, à l'école, on nous apprend pas à gérer ça, à gérer ce stress-là de j'ai une mauvaise note. Et souvent, dès qu'on a une mauvaise note, ah bah mince, on se dit c'est la fin des patates douces. Non, on doit apprendre à l'enfant à gérer ses émotions, à gérer son stress, à se dire que c'est pas cette note qui va juger toute ta scolarité. Et souvent, il y a des personnes qui vont me dire, bah, écoute, tu as une mauvaise note, ça veut dire que tu es nul. Et en fait, cet enfant va garder cette idée dans sa tête. Il va se dire toute sa vie, bah, vu qu'une fois ma maîtresse ou mon maître ou mon professeur m'a dit que j'étais nul, bah, je fais plus aucun effort parce que dans tous les cas, même si j'essaie de faire des efforts, je révise, j'ai une mauvaise note. Bah, du coup, je fais plus d'efforts. Et en fait, on vous apprend pas que c'est pas parce que tu as raté une fois que tu vas rater toute ta vie. Il faut juste s'en donner les moyens, avoir confiance en soi et ne pas stresser. Tout ira bien. L'école, c'est fait pour qui et pourquoi. L'école en soi, hein, on va pas se mentir, c'est une très belle idée. Moi, j'aime beaucoup mon métier. On offre à tous les enfants un lieu pour apprendre, à se construire, à découvrir le monde. Et franchement, mais franchement, sur le papier, c'est magnifique, c'est magique, c'est incroyable. Mais dans la réalité, c'est un peu comme une application pleine de promesses, sauf qu'elle bug dès que tu essaies de sortir du mode par défaut. C'est-à-dire que on vous dit des choses, mais après, c'est tout le contraire. On dit que l'école est pour tous. Mais vraiment, vous êtes sûr? Parce que très vite, on voit bien que certains s'y sentent à l'étroit. Par exemple, les atypiques, les sensibles, ceux qui comprennent les maths en dessinant des dragons, ou ceux qui pensent que bouger dans tous les sens, ça leur permet de réfléchir mieux, ceux qui lèvent la main trop souvent, ou voire pas du tout, ceux qui écrivent à l'envers, rêvent en couleur, ou passent plus de temps sur la lune que sur leur fiche de lecture. Mais en fait, je vous dis, hein, ces élèves-là, ils prennent cher. Ces pauvres, ils prennent vraiment cher. Et l'école, au lieu de s'adapter, en fait, on leur fait croire qu'ils sont le problème. Mais moi, j'en ai vu des élèves brillants, mais hors cadre. Pas mauvais, pas paresseux, juste différents. Et devinez quoi? Le système, comme je vous ai dit tout à l'heure, les fatigue, les use et parfois les casse. Alors oui, oui, l'école apprend à lire, à écrire, à compter, mais elle oublie trop souvent d'apprendre à être soi-même, être en lien, être en confiance. On nous forme à réciter, à aligner des points sur une copie, à entrer dans des cases qui ne nous vont pas, mais avec de l'huile de coude. Si on rêvait un peu, si on nous aidait un peu plus, peut-être qu'on irait un peu plus loin dans notre vie. D'une école où on apprend à se connaître avant de se noter, où on apprend à coopérer, pas à se comparer. Une école qui ne formate pas, mais qui révèle. Ou on peut dire aussi, je vous avais le droit, hein, je ne comprends pas, sans que ce soit un drame. Où on enseigne l'école, la gestion des émotions, la créativité, sans les stresser avec des projets de fin d'année, avec des dictées, avec des poésies, etc. Bref, une école un peu moins machine et un peu plus humaine. Pour conclure, je dirais simplement que l'école, elle m'a donné des bases,
mais la vie m'a appris à marcher. Et toi, qu'est-ce que tu aurais aimé apprendre à l'école? Écris-moi et partage si t'as kiffé l'épisode. Je vous dis à très bientôt au micro de Mina.